coup de sang de Wembanyama, 52 points de chez Gilgeous Alexander malgré la défaite, ou encore une très belle victoire des Knicks. Shai, tout ça c'est au programme du CQFR du jour, il y avait 11 matchs. Je te propose qu'on commence quand même avec Wembanyama, même si ça concerne pas tout à fait le jeu, mais c'est la première fois qu'on le voit vraiment s'énerver, j'ai l'impression, NBA. Victor Wembanyama et les Spurs hier ont perdu face aux Los Angeles Clippers. C'était leur premier match depuis leur retour de Paris, défaite 128-116. Wembanyama à un moment est poussé dans le dos par Ivica Zubac, pas de faute sifflée, il se relève, il s'énerve, il pète un plomb, il se jette en direction, on va dire, il commence à courir en direction d'Ivica Zubac avant d'être rattrapé par ses coéquipiers, même si très honnêtement il avait déjà commencé à ralentir et à se calmer intérieurement. Mais oui, un bon coup de sang de Victor Wembanyama, qui après avoir expliqué qu'il était notamment très frustré par l'arbitrage et par le peu de fautes qui lui sont accordées. Ouais, ça fait plusieurs matchs qu'il est un peu frustré par le traitement des arbitres. Il a l'impression que les arbitres sont très permissifs avec les joueurs qui défendent sur lui. C'est ce que Mick Johnson après a confirmé aussi. Alors, je sais pas si sur les matchs à Paris, tu as trouvé qu'il avait été arbitré particulièrement. Le deuxième match, Ouais. rappelle-toi, il y a un peu plus de tension, ça discute beaucoup. Lui, il s'est énervé. Ouais. Il faisait des grands Lui, gestes. notamment, qui Ouais. faisait des grands gestes. Ouais. Donc, je pense qu'à Paris, ouais, c'était déjà le cas et ça doit faire un petit moment en fait que Ouais. ça lui trotte dans la tête. À un moment à Paris, sur le deuxième match, j'ai cru qu'il allait prendre une technique puisqu'il il utilisait vachement ses bras au moment de discuter avec l'arbitre en se replaçant. Mais oui, bah écoute, j'arrive pas à savoir si c'est donc l'accumulation de ces matchs où il y a où les arbitres sont un peu trop permissifs à son goût, ou si c'est de la frustration globale d'avoir du mal à gagner des matchs en ce moment. Parce que finalement, la victoire du premier match à Paris, c'était une petite parenthèse enchantée, parce qu'ils sont sur 5 défaites en 6 matchs, que le play-in est compliqué à aller chercher. Moi, c'est ce que j'avais dit quand on avait fait notre retour sur les matchs de Paris. J'ai l'impression que les Spurs sont encore un peu tendres, peut-être pour aller chercher le play-in à l'ouest en tout cas. Donc il y a peut-être cette frustration là aussi, parce qu'il est certes dans la découverte de ses super pouvoirs, mais il sent que pour l'instant il y a un petit obstacle collectif et aussi individuel. Il n'est pas parfait, attention, hein, qui est devant lui. Donc je pense que c'est une petite frustration. Je pense pas qu'il serait allé jusqu'à sauter sur Zubac. Bon, là, alors moi personnellement, même sous le coup de la Je colère, conseillerais pas. je sais pas si j'irais m'empoigner avec un pivot croate. Bah, non, blague à part, en plus, Zubac, c'est plutôt un mec cool et gentil par ailleurs, et il s'est excusé après à la fin du match. Il est allé voir Wembanyama. Il a dit que voilà, il y avait un enchaînement lui aussi de son point de vue. Il y avait eu un enchaînement de situations qui n'était pas à son avantage, et sur le box-out, il la bump, voilà, il bump un peu, un peu fort et par derrière. Après, Victor vole un peu vers l'avant. Je sais pas s'il pouvait faire plus que s'il pouvait réussir à rester plus debout que ça. Probablement pas. Mais c'est pas un. Peut-être que Zubac a effectivement peut-être plus payé pour d'autres situations où des joueurs testent un peu Victor physiquement. C'est la période où ils essayent un peu de le rentrer dedans. Ça va avec ce que dit Kevin Garnett sur le fait qu'il doit être plus dur, plus méchant, plus expressif. Il y a toute cette injonction-là pour Victor, ça fait partie de l'apprentissage aussi. Ouais, je pense que tu mets le doigt dessus. Je pense que c'est une frustration globale. Il y a les arbitres, le fait qu'effectivement les équipes souvent impuissantes n'hésitent pas à jouer très très physique sur lui. Il a le statut de superstar, mais peut-être pas encore complètement auprès des arbitres. On sait que ça met parfois un peu de temps à arriver. Il y a sans doute aussi la frustration peut-être par moment de pas encore avoir le physique pour tenir ces chocs-là. Tu vois, si on peut rajouter par rapport à tout ce que tu as dit, évidemment la frustration des Spurs, la saison des Spurs, ou plutôt la tournure actuelle avec toutes ces défaites. Je pense que c'est un mix. Après, Victor Wembanyama a fait un bon match, 23 Ouais. points, 8 sur 16, 12 rebonds, 4 passes, 2 interceptions, 3 contres. Statistiquement, il est là, mais les Spurs n'ont pas tenu, notamment dans le quatrième quart-temps. Il y a 27 points de Kawhi Leonard, 27 points de Norman Powell, 21 points et 22 rebonds d'Ivica Zubac, 21 points, 11 passes de James Harden. C'est vraiment le quatuor qui a porté les Clippers. On sait que c'est une bonne équipe. C'est une équipe qui est au-dessus aujourd'hui de San Antonio, de toute façon. Et oui, il y a une frustration un peu, je pense, sur la tournure que prend la saison des Spurs actuellement. Kawhi, c'était bien encore. Hein. Kawhi, Ouais, c'était ouais. quand il. Bon, je sais pas s'il arrivera à enchaîner les matchs et à quel moment ils vont peut-être augmenter son temps de jeu, mais je répète que quand il est là,
il est là. Ça paraît, ça paraît bête, mais j'aime bien ce que je vois de lui quand il est là. Et dans cette équipe-là, surtout, où il y a peut-être moins de pression sur ses épaules, où on attend moins qu'il fasse des... On a intégré que son physique était pas fiable. Plus personne croit au titre, quoi. Voilà. Enfin, Donc, non, mais t'as raison. Et avec Harden qui est là, qui fait une bonne saison, avec Norman Powell qui fait la saison de sa vie, Zubac qui est très très important aussi, il y a peut-être moins de poids sur ses épaules et peut-être qu'à terme ce sera bien pour les Clippers sur cette saison. Il y a moins de pression générale, c'est-à-dire je pense qu'ils visent pas le titre. Peut-être que eux intérieurement ils se disent si ça se passe bien, peut-être qu'on va y arriver, mais bon, ça me semble compliqué. allez, on peut passer au choc de la soirée. C'était le match entre Golden State et Oklahoma City. Victoire des Warriors 116-109. Peut-être la plus belle victoire de la saison pour les Warriors contre l'équipe qui était encore classée numéro 1 la nuit dernière avant justement de perdre vu que Cleveland a gagné. Alors il y a eu 52 points de chez Gilgeous-Alexander. Il n'est pas passé loin de son record. C'est son deuxième match à plus de 50 points cette saison et son deuxième match à plus de 50 points en carrière. Mais malgré les 52 points de chez Gilgeous-Alexander, ouais, il y a une très belle victoire des Warriors qui ont été excellents en deuxième mi-temps, qui ont été excellents en défense, qui ont été très combatifs, qui ont dominé le Money Time, ce qui leur arrive pas tout le temps. Ouais. 27 points d'Andrew Wiggins, 21 points de Stephen Curry, 18 points et 4 contres de Kevon Looney. Je cite Kevon Looney parce que je trouve que c'est vraiment peut-être celui qui illustre la physicalité qu'ont mis les Warriors. J'aurais pu dire Gary Payton aussi, qui a mis 15 points avec un dunk incroyable à la fin sur Isaiah Hartenstein. Mais voilà, franchement, très belle victoire des Warriors. Je pense que c'est leur plus belle victoire cette saison. On peut peut-être parler de victoire référence parce que c'est l'adversaire qui était dur, parce qu'ils se retrouvaient plusieurs fois dans ces situations où à la fin ça a craqué, où l'énergie était pas bonne. Curry l'avait dit. C'est pas une victoire où ils ont été dépendants de, je sais pas, d'un match à 45 points de Steph Curry. Il est plus capable d'en faire 50 par saison. Hein, donc là, c'est collectivement, t'as raison que ça a été bien. Ils ont été présents dans le combat physique à la fin. Sans qu'il y ait Draymond Green non plus, hein, il n'y a toujours pas Draymond Green, et c'était bien de voir même Podziemski qui a eu des bonnes séquences dans le quatrième quart-temps aussi, il a mis des paniers intéressants. C'est bien de voir les Warriors être tous impliqués comme ça, et contre un adversaire de cette taille-là, alors que le match avait super mal démarré pour eux. Ils se font balayer dans le premier quart-temps, et je sais plus, à un moment il doit y avoir un 12 ou 15-0, enfin je sais pas, l'enchaînement était assez violent. Je me suis dit que la soirée allait être compliquée pour les Warriors, et au final très bien. Wiggins très bien, il continue d'être dans des rumeurs de trade, mais il a fait un bon match. Et Kevon Looney lui aussi, dont le nom revient parfois dans des packages éventuels pour un trade de Jimmy Butler par exemple. C'est un joueur tellement important aussi, on n'en parle pas, mais dans leur dynastie, c'est un soldat, c'est un leader de vestiaire aussi qui a souvent calmé des tensions. Un joueur extrêmement collectif, très apprécié de Steve Kerr. Je suis content de voir qu'il a été bon sur ce match-là. Après, est-ce que, quand je dis victoire référence, est-ce qu'ils vont être capables de reproduire ça dans un contexte moins... Là, c'est un match un peu de gala, tu t'affrontes la meilleure équipe de NBA ou la deuxième meilleure équipe de la NBA cette saison. T'es obligé, ils se donnent à fond. Est-ce qu'ils sont capables de reproduire ce genre de performance tous ensemble, là, collectivement, c'est la question, et peut-être que ça servira de déclic. Parfois il y a besoin d'un déclic et derrière ça enchaîne. Je leur souhaite. Ouais, ce serait la clé. Je pense que là, en tout cas défensivement, ils ont délivré une prestation. Le Thunder met 51 points en deuxième mi-temps. Alors ça peut sembler beaucoup, mais de nos jours plus tant que ça. Le Thunder est limité à 40% au tir, 23% à 3 points. Chez Gilgeous-Alexander, il est allé mettre ses points, mais au final, ils ont quand même réussi à limiter tous les autres. Shea, il a dû aller chercher des paniers très difficiles. Alors, il met 9 points dans le quatrième quart-temps, mais je ne sais pas comment expliquer. Il n'est pas visible dans les moments où il y avait vraiment besoin d'un run d'OKC. C'est les moments où les Warriors ont quand même réussi un peu à soit l'éloigner de la balle, soit à le faire prendre des tirs très compliqués. Bon, après, lui, il fait son match. Hein. Shea, il a été très très bon. Il y a 26 points au-dessus de Jalen Williams, mais derrière, il n'y avait pas vraiment de danger. Le Lugensdorf n'a pas mis un 3 points, Cason Wallace pareil. Hartenstein était à côté en termes d'adresse. Il a pris beaucoup de rebonds. Il prend 18 rebonds, hein, et 6 passes, mais à côté en termes d'adresse, il fait 2 sur 10. Il n'y avait pas de danger autre que Jalen Williams et chez Gilgeous-Alexander, et c'est notamment parce que les Warriors ont laissé peu d'espace en jouant avec un 5 athlétique.
Il y avait sur la fin de match, il y avait Payton, il y avait Wiggins, il y avait Looney, et ça couvre les espaces. T'as de moins en moins d'espace pour tirer quand t'es l'équipe adverse. Ça a bien fonctionné. Ouais, t'as raison. Après, c'est une question de régularité. C'est est-ce que t'es capable de garder cette constance, cet engagement défensif, et on sait que c'est pas la régularité, c'est pas le point fort des Warriors ces derniers temps, même si voilà, il manque Green, il manque Kuminga, Green très important en défense notamment. Je pense que c'est vraiment une victoire encourageante. Là, je suis dans le vestiaire des Warriors, je me dis mais les gars, c'est comme ça qu'on doit jouer, quoi. Ouais, faut juste qu'ils fassent pas l'extrême inverse. Je sais pas qui ils affrontent au prochain match, mais il faut pas qu'ils retombent dans leur travers juste derrière. Ce serait dommage. Il faut pouvoir surfer là-dessus. Ouais, enchaîner, c'est clair. Leur prochain match, c'est contre Phoenix. Contre Phoenix, donc petit match de gala aussi entre guillemets, c'est une grosse équipe. Important. Match important dans la course au play-in. Pour l'instant, les Warriors sont 11e, les Suns sont 9e. Il y a très peu d'écart il y a un demi-match d'écart entre les deux équipes, donc c'est effectivement un match important. Au passage, juste Stephen Curry, donc il fait 21 points, il fait un bon match, hein, ça c'est pas les cartons habituels. Ça fait un petit moment qu'il a pas fait un carton, hein. C'est depuis au moins un mois, c'est fin décembre son dernier match à plus de 35 points. Donc en ces derniers temps, il est plutôt autour de 17, 21. Il y a une petite baisse de régime en termes de production. Même si là, il a été bon. Et d'ailleurs, il met un panier de super loin qui n'a pas compté. Mais à la toute fin. Mais ouais, bon match de Stephen Curry quand même. Un autre match qu'on voulait mettre en avant, c'est celui entre Denver et New York. Victoire des Knicks 122-112. Très belle victoire des Knicks. C'est la 5e de suite. Les Knicks qui n'ont pas mis 140 points, mais malgré tout, sur les 3 matchs, leurs 3 derniers matchs, je crois que c'est un record de franchise, le nombre de points, je ne l'ai plus exactement, mais c'est. Ils font 129, 123, 122, non? Non, ils font 140. Non, pardon, c'est les Nuggets, parce que je réfléchissais déjà, parce que les Nuggets, par contre, c'est porte ouverte en ce moment. Non, t'as raison, pardon. Ouais. C'est 140, 143, je crois, et 122. Je crois que c'était 140 le premier, j'ai un doute. Mais du coup, ils ont le record de points marqués sur 3 matchs de suite pour la franchise des Knicks. Mais là, voilà, on a vu une domination finalement totale. Ils mettent leurs points, ils sont très adroits. 122 points, ça reste beaucoup. Ils ont pas éteint les Nuggets, mais ils ont ralenti les Nuggets. Et notamment, ils ont poussé Nikola Jokic à la faute. Jokic fait un de ses plus mauvais matchs de la saison. 17 points, 6 rebonds, 6 passes. Il a pris des fautes très rapidement. Ça l'a pas mis dans de bonnes dispositions. Et après, ils l'ont plutôt bien limité. Et le problème, c'est que si Jokic fait pas un match exceptionnel et qu'en plus ils défendent comme ils défendent en ce moment, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment porte ouverte. Hein. Ils ont pris 133, 129 et 122. Ils sont sur 3 défaites de suite et ils n'arrivent pas du tout à redéfendre correctement, alors qu'ils avaient eu un petit regain de forme quand même là-dessus, pas qu'en défense, hein. Collectivement c'était mieux. Et c'est terrible, c'est-à-dire quand t'as des problèmes défensifs en ce moment et puis tu joues contre les Knicks qui ouvrent en deux toutes les équipes qu'ils affrontent en ce moment, c'était pas le bon match. Et d'ailleurs, les Nuggets ont déjà changé leur 5. On avait vanté ce 5 qui fonctionnait très bien avec Westbrook, Christian Brown, Aaron Gordon qui sortait du banc. Au final, Aaron Gordon, il est déjà repassé dans le 5 majeur. Pas à la place de Westbrook, mais à la place de Christian Brown. Je crois que c'était d'ailleurs une hypothèse qu'on avait envisagée éventuellement dans un CQFR. Et Christian Brown, là, hier, il était remplaçant. Il fait 13 points, 5 rebonds. Mais Brown, en fait, c'est dur. C'est dur parce que Westbrook, tu sens qu'il est plus intéressant dans le 5 qu'en sortie de banc, en tout cas depuis qu'il est aux Nuggets. Ça l'épanouit et jouer avec Jokic lui plaît. Mais d'un côté, Christian Brown, c'est le mec qui a pas besoin du ballon dans ce 5 majeur, c'est le mec qui court en transition, c'est celui qui défend souvent sur le meilleur attaquant adverse si c'est un extérieur. Là, il est plus dans le 5, donc il y a quelqu'un d'autre qui doit prendre ce rôle. C'est dur. Michael Porter Jr., tu pourrais le faire sortir du banc, mais il a peut-être pas le jeu balle en main pour vraiment être le meilleur attaquant en sortie de banc. D'ailleurs, on voit bien les 5 où c'est Murray et Porter Jr. qui sont censés tenir l'attaque. Sans Jokic, ça marche pas. Donc c'est délicat là de retrouver un espèce d'équilibre. À Michael Malone de faire le boulot, et aux joueurs évidemment. Hein. Mais voilà, petit coup de moins bien quand même pour les Nuggets. Tout à fait. Allez, on peut passer en un peu plus rapide sur tous les autres matchs de la soirée. Je vais les prendre un peu dans l'ordre de présentation d'ESPN, c'est-à-dire ceux qui se sont joués le plus tôt. Brooklyn a battu Charlotte 104-83. Je pense que là-dessus, tu n'auras pas grand-chose à dire, si ce n'est que Moussa Diabaté. Bien sûr. Tu sais toujours, quand Moussa Diabaté joue, j'ai toujours un truc à dire. Non, mais c'est bon, c'était compliqué. Il n'y a pas la Melo Ball qui va être réévalué dans une semaine après sa blessure un peu bête. Moussa Diabaté, c'est ça, 13 points, 8 rebonds. Il a quand même eu son petit impact en sortie de banc.
Voilà, et ouais, non, c'est tout ce que j'avais à dire sur lui. Il est toujours, quoi que tu lui donnes ou ça Diabaté le prend. Voilà. J'ai mon petit jeu des joueurs obscurs. T'es prêt? Je l'aurais pas, c'est sûr. Reese Beekman. Ah si, on l'a déjà vu, Big Man, mais pas à Charlotte, attends. Il est pas à Ah Charlotte. non, à Brooklyn, ouais, c'est pour ça. Ouais. Ah, il est à Brooklyn. T'as 2 son- points par match. 2,4 points par match. t'as Il a joué hier. son CV? Non, pas du tout. Je te le donne si tu veux, bio. Il a 23 ans. Il a joué aux Warriors puis aux Nets. Je savais pas qu'il était aux Warriors. C'est peut-être pour ça que son nom Ah, me dit mais quelque c'est chose. que cette saison, hein, en fait. Hein. C'est... Ouais. En fait, Ah, oui, de Virginia, non. Ah oui, c'est un non rookie. drafté. C'est un rookie. C'est pour ça, voilà. Reese Beekman, rookie de 23 ans. Soyons, KG Simpson. soyons indulgents avec nous. KG Simpson, non. Pareil, t'as le CV. Bah, c'est CV, c'est même plus un CV. À ce stade, c'est un rookie aussi. Ouais. Donc, KG Simpson, hier, il fait 1 sur 10 pour le Hornets. On n'est pas sur la classe de draft que j'ai le mieux. Il a été drafté? Ah ouais, si, 42e pick. 42e pick et Il joue à 27 Colorado. minutes hier. Ouais. Je sais pas de. Voilà, bon, bref. Allez, les Pacers ont battu les Pistons 133 à 119. Indiana, à l'inverse de San Antonio, a visiblement bien récupéré de sa semaine à Paris. Très belle victoire des Pacers avec un gros tandem Haliburton-Siakam. Là, les deux ont été très bons. 37 points de Pascal Siakam, 30 points de Tyrese Haliburton avec 8 passes. Surtout beaucoup d'adresses à 3 points. 19 paniers à 3 points rentrés par les Pacers. 4 de Ben Shepard. Il a rien mis à Paris, mais rien. Rien. Et là, il revient à Indiana. Ça lui a mieux réussi en l'absence de Bénédicte Mathurin qui était malade. Puis le fait de la soirée, c'est un peu l'expulsion de Isaiah Stewart qui est vraiment le cassos de la ligue. Ah là là. Et t'as vu, parce qu'avant l'expulsion, il y a le temps mort où il menace. Il commence à faire un signe de gun vers le banc là. Et après, il leur fait alors ça. Genre, on se voit après, puis il fait une faute sur Thomas Bryant qui avait l'air un peu possédé aussi. Il avait l'air assez chaud là pour faire un petit octogone. Visiblement, c'est pas le plus pacifique des Pacers. Ouais, non, Stewart, bon, c'est un enforcer. Il jouerait au hockey, il se battrait à chaque match. C'est sûr et certain. Ou dans la NBA des années 90, ce serait un enforcer. De toute façon, c'est le seul qui est allé. Le truc avec LeBron quand il s'était fait ouvrir l'arcade là, c'était fou la scène quand même. Même s'il y a pas, enfin, le fait que ce soit LeBron en face, c'est dingue en fait. Il fait ça avec n'importe qui, il en a rien à se couper. Ça c'est à son honneur, on va dire, de pas regarder qui est en face, mais ouais. Bon, en tout cas, la défaite des Pistons, 32 points, 9 passes quand même de Cade Cunningham. Boston a battu Chicago 122 à 100. Les Celtics qui se reprennent avec une belle victoire contre les Bulls, 34 poins, 11 rebonds de Kristaps Porzingis. 18 paniers à 3 points pour Boston. Tout de suite, ça fait une différence. Il y a un bon match de Jaylen Brown aussi, 28-6-6, 22 points de Derrick White. Il met 8 paniers à 3 points pour Porzingis, c'est ça? Ouais. C'est-à-dire que là, il y avait volonté, sur ces 18 tirs, il en prend 14 derrière l'arc. Il y avait une volonté de vraiment jouer au large. C'est vrai qu'ils lui ont donné des post-up et tout récemment. Je continue de me demander est-ce que c'est une volonté du coaching staff ou est-ce que c'est juste plein de choses qui n'ont pas fonctionné ces derniers temps. Mais voilà, bon, en tout cas cette victoire. C'est bien pour Boston après la défaite contre Houston là, qui a piqué. C'est bien qu'ils aient réagi tout de suite. Après c'est vrai qu'ils n'ont pas joué la meilleure équipe de la ligue en face, mais bon quand même, c'est toujours ça de prix. La meilleure équipe de la ligue justement c'est Cleveland. Cleveland qui a battu Miami 126 à 106. 34 points de Donovan Mitchell, 22 points avec 15 rebonds d'Ivan Mobley. Et voilà, une belle victoire contre Miami avec ils ont réussi à bloquer Kelly Ware là, c'est là le rookie là, il s'est mangé les Superman. Superman. Il y a la kryptonite, ça y est. Jarrett Allen et Evan Mobley, ça calme des velléités. Cleveland, ils ont eu un petit trou d'air là avec leurs 3 défaites de suite, et là ça fait 2 victoires consécutives. Ils ont bien rebondi, c'était convaincant aussi dans la prestation. Ils ont mené vraiment du début à la fin. C'était assez convaincant. Il n'y avait pas Darius Garland aussi cette nuit. Un petit mot sur Tyler Hero qui reconnaît qu'il attend avec impatience la nomination des All-Stars. On a bien compris ça. Il a vraiment fait comprendre que c'était un gros objectif pour lui. Je pense qu'il le mérite. Je sais pas s'il sera pris. Je me souviens plus des listes que j'avais préparées à un moment, mais clairement, il fait une très grosse saison. Tyler Hero, il fait sa meilleure saison. Il montre qu'il peut éventuellement devenir une vraie star dans cette ligue. Il est à 24 points, 5 rebonds, 5 passes, plus de 5 rebonds, plus de 5 passes de moyenne, des bons pourcentages, etc. Très grosse saison de Tyler Hero. Ça serait beau s'il pouvait être All-Star. Mais à voir.
Toronto a enchaîné une 5e victoire de suite. Les Raptors qui n'ont pas compris le principe de quel est l'intérêt de faire un début de saison aussi dégueulasse si c'est pour après remonter au classement. Mais belle victoire des Raptors. Ils jouaient contre Washington aussi. Contre Washington, c'est ça. En même temps, qui ne bat pas Washington? Terrible. Parce que non seulement ils perdent, mais en plus ils marquent plus de panier, quoi. Les mecs ils mettent plus, et ça, les 80, s'ils mettent 80 points, c'est déjà pas mal. Donc hier ils ont mis 82, victoire de Toronto 106-82, 24 points de Scottie Barnes, plusieurs joueurs à plus de 10 points. Il y en a un paquet, il y en a 7 je crois, sans compter Barnes, donc 8 joueurs à plus de 10 points. Tout le monde se balade là contre Washington, c'est vraiment ils ont vraiment fait leur pire prestation. Enfin bon, il y avait pas Alexa était pas là. Mais ils perdent leur plus grand nombre de ballons, ils marquent leur plus faible nombre de points dans la saison. Et ils ont commencé à ressortir les déclarations de Kyle Kuzma sur les Pistons l'année dernière. Tu l'as vu, ouais. Genre, on a vraiment pas envie d'être cette équipe-là. Hein. Bah là, les gars, vous êtes partis pour avoir un pire bilan que Détroit l'année dernière. Ils sont à 6-40. 6-40 et ils sont à 15 défaites de suite. Attention, ça peut rapidement dépasser le record peu enviable des Pistons. Bon, s'ils rebondissent comme les Pistons ont rebondi cette année après, si c'est un mal pour un bien, pourquoi pas, mais c'est assez terrible. Allez, Kyle Kuzma, un petit point. Kyle Kuzma qui a dit qu'il allait de toute façon plus chercher à s'intégrer. Et en gros, bon, allez, je vais le faire dans mes mots. Il est là pour jouer pour sa pomme et pour ses stats. Il a fait 19 points, pour le coup, 19 points, 10 rebonds. Et par contre, Jordan Poole, monsieur, je mérite d'être un All-Star. 3 points, 2 passes, 1 sur 9 au tir. Il s'en fout aussi, enfin Poole s'en fout maintenant. Et quand tu es dans les interviews, il essaie juste de placer qu'il a créé une association pour les propriétaires de chats en NBA. Bon, c'est très bien, l'extra sportif, on aime bien aussi, c'est divertissant, mais la saison des Wizards quand même. Puis ils sont en vacances en fait, les Wizards. J'ai l'impression, mais quand même pour l'honneur, tu t'essayes de pas battre le record des Pistons. Puis ça sert à rien d'être littéralement la pire équipe vu que t'as le même pourcentage de chance que deux autres équipes. Bon, on verra. Tu connais la série 2 ans de vacances? Ça a marqué ton enfance ou pas? 2 ans de vacances. C'est une série franco-roumaine, attention. Hein. C'est franco-allemande roumaine, je crois. Ça passait sur quoi ça? Je sais pas, France Télévisions, c'était des jeunes qui se sont retrouvés sur un bateau. C'est à l'époque. Parce que là, je vois roman de Jules Verne. Et feuilleton télévisé français. C'est adapté du roman. Ouais, du roman de Jules Verne. Monsieur Pimel ne regarde pas il regarde que des adaptations d'œuvres littéraires quand même. C'est pas... Non mais ouais, j'avoue, j'ai une enfance particulière. Non mais j'aimais beaucoup. Ouais, je vous invite à regarder un trailer. Par contre, c'était sur YouTube. Quand je vais te donner la date de diffusion originale, par contre, les gens vont se demander quel âge tu as réellement, Antoine. C'est quoi diffusion originale le 10 juin 1974. Ah ouais, je pense qu'ils l'ont repassé après, bien sûr. Parce qu'ils l'ont repassé dans les années 90. Moi, je regardais ça, j'étais petit, quoi. Je sais pas, je devais avoir 7 ans. Produit par l'ORTF. Ah ouais, là, c'est vraiment c'est old school. Ah ouais, ça date. Bah voilà. Bon, effectivement, moi, en plus, je me suis dit que ça a été diffusé dans les années 90, donc ça devait être fait dans les années 90. Je me suis dit que tu devais connaître. Mais non. C'était sur la 5 et sur M6 après, ouais. Ok, bon bah voilà, bref, tout ça pour dire 2 ans de vacances, c'est un peu les Wizards, quoi. C'est 2 ans de vacances. Bilal Koulibaly d'ailleurs fait 1 sur 6 au tir, 8 points. Ouais. Allez, Philadelphie a battu Sacramento 117-104, 4e victoire de suite pour les Sixers, 12e match de suite à 25 points au plus pour Tyrese Maxey qui en a mis 30. C'est lui qui porte l'équipe, il n'y a pas de Joel Embiid, il n'y a pas Paul George, c'est lui qui porte, comme je le disais, 30 points, 8 passes, 9 points, 6 rebonds, 3 passes pour Gershon. Voilà, bon, les Sixers qui se replacent, hein, ils reviennent ils ont une victoire de moins que les Bulls. Mais ça fait 4, ils sont à 4 de suite là, 4 victoires de suite. Ouais. Au moins ils mettent devant Chicago. Voilà, c'est ça. Et puis ils mettent un petit écart derrière parce que vu que les Raptors commencent à remonter discrètement, au moins ils assurent le tempo. Ouais, Chicago qui allez un petit trade de Vucevic et voir de Lavine et cette équipe peut aller éventuellement se chercher un bon choix de draft. En vacances avec les Wizards, voilà. Yes. D'ailleurs, en parlant de choix de draft, allez, tant pis, on fait une petite pause sur les matchs. Jalen Johnson est out pour la saison. Ouais, ça pique. C'est une mauvaise nouvelle pour les Hawks, évidemment, mais c'est une bonne nouvelle pour San Antonio, Shai. C'est une bonne nouvelle, ouais. Mais oui, parce que les Spurs ont le premier tour non protégé en plus des Hawks lors de la prochaine draft. C'est ça. Exactement. Donc du coup, ça peut être un pic. Atlanta est 9e et sur 6 défaites de suite. Perd pas son meilleur joueur, pas son plus grand talent, mais peut-être le joueur qui a le plus d'impact cette saison. C'est pas loin. Ça va faire Zachary Rzaché aura peut-être plus de minutes d'ailleurs au passage.
bonne nouvelle aussi pour Rizaché, entre guillemets, même si on se réjouit jamais d'une blessure et encore moins de celle de son coéquipier. Mais Rizaché pourrait avoir plus de temps de jeu. Et oui, du coup, les Spurs, ça leur fait un pic. Alors qu'il va pas se retrouver top 5, hein, sauf si les Hawks ont un énorme coup de chance à la loterie. Si les Hawks déjà sortent du play-in et ensuite ont un énorme coup de chance à la loterie, quoique, alors d'ailleurs, les Hawks, s'ils font le play-in mais qu'ils perdent le play-in, ils se retrouvent dans la loterie avec un pourcentage très faible d'avoir le first pick. Effectivement, les Spurs pourraient avoir, je sais pas, par un enchaînement de coïncidences, le first pick. Et on sait que la NBA, tiens, associé Flag et Wembanyama, il y a sans doute un petit truc en mode. Si on met les deux talents. L'intérêt, ce serait plutôt de répartir le talent, je pense. Si dans l'hypothèse farfelue où la NBA mettrait des boules chaudes ou des enveloppes froides comme à l'époque, je pense qu'ils auraient plus intérêt à ce que Flag ait sa propre équipe et qu'il y ait une rivalité entre les deux plutôt que. Mais ouais, il y a un scénario où c'est tout à fait possible. T'as raison. Hein. Et juste pour revenir sur Jalen, ouais, change ce pic au passage. Oui, bien sûr, c'est aussi une possibilité, évidemment. Juste pour revenir sur Jalen Johnson, ça me dépite un peu parce que j'adore ce joueur et que ça fait quoi, c'est sa 3e saison en NBA, 4e saison, et je regardais son nombre de matchs, il fait 22. 3e ou 4e 4e saison. Okay. Je regardais son nombre de matchs, sa saison rookie, il joue que 22 matchs. La deuxième, il fait 70, c'est son plus haut total, donc 70 sur 82, ça va, on peut considérer que c'est une saison normale. Par contre, 56 l'année dernière, 36 cette année, il est quand même souvent blessé. J'espère que ça va pas être récurrent parce que je le trouve extrêmement fort et même pour moi c'est presque le joueur le plus important, c'est celui qui sait faire le plus de trucs dans l'effectif. Il y a Trae Young qui est le leader, il y a d'autres joueurs talentueux, mais Johnson c'est vraiment celui qui pouvait leur faire passer un cap et qui les a aidés à passer un cap et à faire d'eux une très très bonne équipe cette année. Ouais, t'as tout à fait raison. À suivre en plus du coup, c'est mort pour lui pour le MIP évidemment. Le MIP il était à 19 points, 10 rebonds, 5 passes de moyenne quand même. Les Mavericks ont battu les Pelicans dans un match super offensif avec une énorme deuxième mi-temps de Dallas qui met 80 points en deuxième mi-temps. Ils ont shooté à 65% en deuxième mi-temps, c'est insane. Il y a 25 points, 14 rebonds, 8 passes de PJ Washington qui fait une super saison. Il y a 20 points de Klay Thompson qui enchaîne des bons matchs. Il y a 25 points de Kyrie Irving. Il y a 22 points, 12 rebonds de Daniel Gafford. Bref, il y a du scoring dans tous les sens. En face, 29 points, 6 rebonds, 7 passes de Zion. Zion, il peut jouer 10 minutes, il va faire des stats, c'est impressionnant. 32 points de il a pas joué 10 minutes, hein, il en a joué 28, mais juste 32 points de Trey Murphy. Mais ouais, voilà, victoire des Mavs. Pareil, c'est important pour Dallas là d'enchaîner des victoires, sachant que tu joues sans Luka Doncic. Dallas qui est d'ailleurs plus dans le top 6, hein. Dallas est 8e de la conférence Ouest. Donc faut aller chercher ces matchs-là. Ça fait 18 matchs de suite sans Doncic là, je crois. Ouais. Et PJ Washington, c'est super important là, il met tous ses tirs à 3 points dans le 4e quart-temps, il en met 4. Ouais, c'est lui qui leur permet de pas être trop. Bon là le score reflète pas vraiment parce qu'il y a McCollum et Marco Buzzer à 3 points je crois. Donc ils avaient un petit matelas, mais ouais Washington son 4e carton très 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 bon alors qu'il était plus discret avant. Les Clippers, on est passé dessus, pardon. Donc Minnesota a battu Phoenix 121-113, 33 points d'Anthony Edwards. Minnesota qui là aussi tourne bien. Il y a 28 points, 7 rebonds, 6 passes, 3 interceptions de Julius Randle. Victoire contre les Suns malgré 33 points de Kevin Durant. Minnesota, comme je disais, tourne un peu mieux. Minnesota qui est 7e, qui se rapproche de la 6e place. Ça marche plutôt bien en ce moment. Ouais, ça va plutôt bien. Bon, il y a les rumeurs d'un trade de Julius Randle en disant qu'il y a un intérêt à Miami, peu importe de la part de Miami. Mais ouais, l'équipe fonctionne bien sans faire trop de bruit. Il n'y a pas de déclaration intempestive. Il n'y a que des morceaux d'écran géant qui attaquent le pivot de l'équipe. Mais sinon, a priori, ça va. Gobert d'ailleurs, 4 points, 5 rebonds. Ouais. On a fait le tour des matchs, si je dis pas de bêtises. Ouais. Il y a peut-être un dernier truc qu'on peut aborder, c'est les déclats, évidemment, d'Adam Silver. Ouais. Adam Silver, interrogé sur, je sais plus la question exacte, c'était, je crois, les évolutions qu'il peut y avoir dans le futur pour la NBA en termes de règles. Je crois que c'était quelque chose comme ça, la question. Ouais. Je crois que c'était autour de ça. J'ai un doute maintenant, mais peu importe. Au final, ce qui compte, c'est ce qu'il a dit. Et c'est notamment le fait qu'il regrette que la NBA soit la seule ligue à avoir des cartons de 12 minutes. La seule ligue à jouer 48 minutes. Et que lui est un fan des cartons de 10 minutes. Il est conscient que c'est peut-être pas le cas de beaucoup de gens, que c'est une idée qui peut s'opposer, où il peut y avoir de nombreux opposants, mais lui voilà, ça l'intrigue. Alors il dit pas que c'est quelque chose que la ligue va essayer de mettre en place vu que c'est son idée à lui, mais il va
sans doute essayer de pousser pour ça, et notamment pour le rendu télévisé en fait, le fait que les matchs soient trop longs, et l'idée serait éventuellement d'avoir un format avec des matchs qui durent 2 heures, quelque chose d'un peu plus digeste à consommer pour éventuellement relancer les audiences. Qu'est-ce que t'en penses, Shai? Eh ben, les cartons de 10 minutes, j'aime ça aussi. C'est ce que je dis toujours, que les matchs WNBA sont plus digestes parce que ça dure 10 minutes, les matchs, les rencontres internationales aussi. Euh, Par contre, je pense pas que ce soit possible parce que ça veut dire que ça va remettre en cause les records, les accomplissements et tout, parce que tu peux pas faire sur 40 minutes ce que tu as fait en 48 minutes. Donc il y a des records statistiques qui seront plus jamais bougés, ou alors il faudra faire une distinction ère moderne en 40 minutes et ère ancienne, entre guillemets. Je pense pas que l'idée aura beaucoup de succès. Par contre, moi je lui proposerais bien de faire autre chose, c'est-à-dire de lisser un peu les matchs. Il y a tellement de contenu publicitaire, de pauses. Faut peut-être déjà démarrer par là. Si tu restes sur 48, le match des Warriors là, de cette nuit, il a commencé avec 20 minutes de retard déjà. Parce que pour diverses raisons, hein, c'est pas que pour des raisons publicitaires, mais le temps que tout se mette en route, les matchs ils commencent très rarement à l'heure. Donc ils finissent plus tard. Pour peu qu'il y ait... Jamais à l'heure. Voilà. Jamais à l'heure. C'est la seule... Franchement, c'est quasiment la seule ligue du monde parmi les grandes ligues où ça commence. Je prends l'exemple du foot, même le basket en Betclic Elite. Ouais. Ça commence pile poil et ils synchronisent quand il y a plusieurs matchs en même temps. Ils synchronisent quasiment pour que ça reste, pour que ce soit digeste. Puis évidemment, il n'y a pas de publicité entre des cartons et des arrêts et tout ça. Il faudrait déjà, à mon avis, s'arranger pour que les matchs soient moins longs. On avait parlé du problème aussi des lancers francs intempestifs et constants en fin de match, 30 secondes qui se jouent en 15 minutes. Je pense que c'est trop compliqué de passer à 40. Enfin, c'est pas compliqué, dans les faits, ils pourraient le faire, mais je te dis, ça remettrait trop en question des choses sur le plan statistique. Après, comment est-ce qu'on compare les carrières, le nombre de points en carrière, tout ça, c'est peut-être plus difficile. Mais il y a du travail à faire sur pour rendre plus digeste des rencontres, même sous le format 48 minutes, je pense. Et il y en a qui, je voyais un peu dans les commentaires, il y en a qui disent non, il faudrait plutôt réduire le nombre de matchs et tout ça. Bon, ça, ouais, pourquoi pas. Mais je pense que déjà juste se concentrer sur le format actuel et faire des aménagements dessus pour que ce soit plus fluide et plus sympa à regarder. Il y a plein de gens qui n'arrivent pas à regarder des matchs entiers parce que c'est interminable, indigeste, interminable, tout ce que tu veux. Donc c'est bien, maintenant tu peux regarder en accéléré, enfin sans les temps morts, sans les coupures publicitaires. Tu peux regarder juste les meilleurs moments, mais bon, l'expérience d'un match vécu en direct, en entier, c'est quand même sympa aussi, tu vois, normalement, que tu sois sur place ou à la télé. Donc il faut rendre ça plus digeste, je pense, plutôt que de penser à changer le temps des périodes. Je sais pas ce que t'en penses, hein, mais je suis globalement très d'accord avec ce que tu as dit. Je trouve ça très juste. Moi, j'aime bien l'idée. En fait, j'aime bien l'idée. Si effectivement le but est de réduire la durée des matchs de manière télévisuelle, mais là où je te rejoins totalement, c'est qu'en fait il y a d'autres choses qui peuvent être faites. Il y a plein de temps morts qui servent à rien. Les temps morts sont trop longs, les temps morts pubs c'est insupportable, il y a trop de coupures, les replays c'est trop long, les challenges. Je sais même pas pourquoi. D'ailleurs, tu vois, cette histoire de challenge, moi perso, ça me titille un peu. Alors, j'ai pas une grosse position sur le sujet, mais à un moment, l'arbitre, ça fait partie du jeu. Après, c'est ma personnalité, c'est ma mentalité, tu vois. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est vrai que moi, je râle jamais sur les arbitres. C'est un facteur, en fait. C'est un facteur comme un autre du jeu, et l'erreur est humaine. Et en fait, à travers le challenge, et j'ai un peu le même avis sur la VAR au foot. Tu vois, tu crées un truc où tu veux retirer de l'humain. Dans ce cas-là, mets un robot qui arbitre, tu vois, à un moment. Tu vois. Et je comprends qu'on ne veut pas des erreurs d'arbitrage, sachant qu'il y en a toujours, d'ailleurs, même avec la VAR, même avec les replays, même avec les challenges. Donc déjà, les challenges durent une plombe, les replays durent une plombe, les temps morts durent une plombe. Tout ça pour dire, là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'effectivement, il y a plein d'autres choses qui peuvent être faites pour réduire la durée d'un match, tout en restant à un match de 48 minutes. Parce que par définition, 48 minutes, c'est 48 minutes. Comment tu arrives de 48 minutes à 2h30 c'est tout ce qu'il y a autour, tu vois, qu'il faut couper peut-être d'abord. Donc sur ça, je suis d'accord avec toi. Maintenant, on sait très bien, ce qu'il y a autour, ça rapporte de l'argent. Donc, faudrait que je vérifie. J'ai plus le souvenir. Tu sais si les challenges, ils ont je pense pas. Hein. Je pense pas que les challenge coachs, ils ont un sponsor. Mais en NBA, si vous regardez un match, tout est sponsorisé. Ouais. Les clés du match par tel sponsor, le jeu de la mi-temps par tel truc, puis le jeu du carton par tel truc, puis pendant le temps mort il y a tel jeu. Je pense pas que les challenges aient un sponsor, ça m'étonnerait parce que tu sais pas trop ce qui va se passer chaque soir. Donc si ton coach prend pas de challenge, il y a pas de sponsor qui apparaît, donc non, ils sont sans doute pas sponsorisés. Mais
L'idée, c'est ça, c'est que tout, il y a un sponsor, tout rapporte de la thune. Donc évidemment, la NBA va pas vouloir couper ça. Maintenant, voilà, après, tu uniformises, et ça a amené plein de choses. Je trouve ça c'est normal, mais intriguant que le premier argument qu'on sort, c'est ah, mais on va pas pouvoir comparer avec les autres époques. Mais en fait, déjà de base, quand on compare, on devrait toujours justement rappeler que c'était une autre époque. Même Bien si sûr, les données... bien sûr. Parce qu'au final, c'est pas parce qu'il y avait 12 minutes par quart-temps que le jeu était le même dans les années 70. En fait. On devrait Donc là, comme par hasard, ah, mais on va devoir dire que. Mais on devrait déjà dire que quand on compare années 70, années 80. Quand on parle de Bill Russell qui a 11 bagues, on devrait dire, ouais, mais il y avait 8 équipes dans les années 60, tu vois. Tu sais, c'est pas la même ligue, en fait. Bien sûr. Sur chaque truc, on devrait toujours remettre le contexte. Donc moi, je suis pas tellement gêné pour ces histoires de stats, même si je vois l'importance que ça a prise. Je vois des mecs qui sont partis pour faire des carrières de GOAT, notamment, enfin de GOAT, de toute façon, avec des guillemets. Hein. Tu vois, Luka Doncic, il pourrait battre un paquet de records de LeBron James, ou Mbanyama va savoir. Si tu réduis, c'est-à-dire que d'un coup, tu limites leurs possibilités, et ça, je pense qu'il y a plein de joueurs qui vont s'y opposer. Il y a aussi plein de joueurs qui vont s'opposer à s'il y a 40 minutes et qu'il y a moins de minutes à distribuer. En fait, tu as moins l'intérêt d'avoir autant de joueurs. Donc, il y a des gars qui vont être moins bien payés, voire qui vont disparaître de la ligue. Tu prends les rosters WNBA, ça fait ça. C'est-à-dire que les places elles sont extrêmement chères. Bon, déjà, il y a beaucoup moins d'équipes, hein, mais ouais, les rosters sont pas. Le temps de jeu pour les remplaçants, c'est pas gigantesque en général. Les titulaires sont très très sollicités. Ça va poser la question de load management et compagnie. Enfin, c'est. Tom Thibodeau, il va faire jouer ces mecs 40 minutes. C'est clair. Non, mais soyons très sincères. S'il n'y a pas un blowout, Thibodeau, qui a d'ailleurs dit déjà qu'il était contre, j'ai pas vu, mais ouais. Il va faire jouer ces mecs 40 minutes. Et c'est même pas chercher à comprendre. Hein. Il y a des matchs où son 5 majeur va jouer tout le match. Il va arriver avec 5 mecs et il sort que s'il y a une blessure ou des problèmes de faute. Mais voilà, tout ça pour dire que moi, dans le fond, en fait, j'y suis pas opposé. Je trouve ça même plutôt cool dans l'idée. Ouais. Toi, je trouve que les matchs FIBA, les matchs d'Euroleague sont sympas. Mais il y a effectivement d'autres choses qui peuvent être faites avant, en fait, pour réduire la durée des matchs. Pour réduire en tout cas la durée des matchs à la télévision, le temps que ça prend. Ouais, bien sûr. Je suis d'accord avec toi. Bon, on verra de toute façon. Je pense que là, Adam Silver, il tâte le terrain, mais je pense qu'il sent très bien. Et puis ça va dans toute la logique de globalisation de la NBA veut contrôler le basket à l'échelle mondiale en fait. Ils ont leur ligue en Afrique, c'est des cartons de 10 minutes. Ils vont avoir leur ligue en Europe où ils vont respecter les règles FIBA. Il y a toute une logique de on uniformise au maximum et comme ça après tout devient NBA. Je te dis, il y aura des showcases, il y aura une Coupe du Monde des clubs au basket un jour ou l'autre, ça va pas tarder. Antoine Pimel vous aura prévenu. Et ça prendra le temps que ça prendra, mais ça finira par arriver. Enfin bref. Allez, on va s'arrêter là-dessus. On se retrouvera de toute façon demain, comme d'habitude, pour un CQFR. Allez, ciao à tous. Bonne journée, ciao.